Est-ce qu'une femme chaude peut bouger? Oui, notre département, on l'a nommé RFFC. La révolution de la fille et de la femme chrétienne. La révolution de la fille et de la femme chrétienne. Et notre église, c'est Cité de la révolution chrétienne. Quand est-ce qu'on parle de la révolution? On parle de la révolution quand on a constaté que les choses ne sont pas telles qu'elles devaient être. Amen, hein? Quand on a constaté que les choses ne sont pas telles qu'elles devaient être. Alors maintenant, quand on nous parle de ce département, d'abord notre vision consiste à quoi? De faire partie des gens de l'ignorance à la connaissance. De l'ignorance à la connaissance. De la captivité à la délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça notre vision et ça se rallie aussi à ce département. Et dans ce département, nous voulons révolutionner la femme chrétienne. Nous voulons que la femme quitte de l'ignorance à la connaissance. Quand on parle de la connaissance, déjà la modératrice ou l'officiante nous a précédé dans notre présentation du département. La femme ne peut pas être ancrée, ne doit pas être limitée. Elle doit avoir la connaissance à tous égards. La connaissance en tout. Nous voulons délimiter la femme dans sa façon de voir les choses. Nous voulons redonner à la femme la place qu'il lui faut. Et dans la société et dans l'église. Notre thème, c'est Filles d'Alliance, femmes de valeur en perspective. Qu'est-ce qu'une fille? Qu'est-ce qu'une femme? Et si je dois reformuler bien notre thème, je peux dire la femme qui est dans l'alliance, c'est une femme de valeur en devenir. C'est ça l'explication brève de notre sujet ou de notre thème. Une fille, c'est qui? J'essaie un peu de consulter le dictionnaire. Une fille, c'est une personne jeune ou enfant de sexe féminin. La même chose qu'une femme. Mais la seule différence est que une femme, c'est un être humain de sexe féminin aussi comme une fille, cependant adulte. Quand nous parlons d'un adulte, nous voyons la maturité. Quelqu'un qui a déjà grandi. Pas seulement en âge, et aussi par sa façon de faire les choses. Et quand nous parlons perspective, nous voyons le futur. Une femme, une fille qui est dans l'alliance et qui est appelée à être une femme de valeur, si je dois expliquer comme cela. Et la valeur, c'est quoi? On parle beaucoup de valeur. Et quand j'essaie un peu de consulter le dictionnaire, la valeur, c'est par rapport aussi à une société, une communauté donnée. La valeur, en gros, c'est ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, sur le plan intellectuel et sur le plan professionnel. C'est ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, sur le plan intellectuel et sur le plan professionnel. C'est le caractère de ce qui produit l'effet voulu.
ce qui est donné comme idéal à atteindre. Je vais expliquer. Donc, quand nous regardons dans chaque société, la valeur est accordée par rapport à la culture aussi. C'est pourquoi on dit que c'est ce à quoi, c'est par quoi quelqu'un est digne d'estime. C'est par quoi on doit estimer quelqu'un. Vous pouvez aller au village, on va vous dire que une femme de valeur, c'est une femme qui a déjà eu des enfants. C'est une femme qui s'est puisée de l'eau du matin au soir. C'est une femme, après le champ, est capable de faire de la nourriture à son mari avec un bébé au dos. C'est une femme qui est comme ça, qui est comme cela. Et dans notre société, dans la société moderne, on peut vous dire que la femme de valeur, c'est la femme qui a étudié, c'est la femme qui sait bien s'exprimer, c'est la femme, ça dépend d'une contrée à une autre. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant ici, nous parlons de la fille d'alliance qui doit devenir une femme de valeur. Et notre département, c'est le département, comme on l'a nommé là, mais nous sommes plus centrés sur Maman Naomi et fille Naomi. Et nos filles, nous les appelons des Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth, c'est l'une des filles qui nous a fait voir, qui est passée par certains échelons, qui est partie d'une fille venue d'une société quelconque, d'une origine quelconque, une origine vraiment douteuse, qui était une Moabite. Et nous tous, connaissant les Moabites, c'est une société qui était caractérisée, d'abord qui avait comme soubassement, comme origine l'inceste. Ce sont des gens qui ont vécu d'une façon quelconque, sans morale, sans quoi que ce soit. Et cette fille-là, ayant une origine douteuse, s'est retrouvée femme d'un juif. Or, nous savons que les juifs, c'était des hommes de valeur. Et une tribu, un peuple que Dieu lui-même s'est choisi pour collaborer et pour faire connaître son nom. Ruth là, comme je l'ai dit, elle venait d'une famille quelconque, d'un peuple quelconque. Comment Ruth s'est rencontrée avec les enfants de Naomi? Naomi avait fui la faim avec son mari Elimelech. Ils sont partis à Moab. Arrivés là-bas, ses fils ont convoité les filles moabites. C'était Ruth et Orpa. Orpa là, nous allons survoler parce que Orpa, son histoire s'était arrêtée quelque part. Elle n'a pas voulu atteindre l'idéal de la femme de valeur. Avant de continuer, on va nous lire quelques portions d'écriture. Nous allons plus tourner dans Ruth. Nous allons lire Ruth 1, 8 à 17, Ruth 2, 6 à 12, Ruth 3, 1. Nous sommes dans le livre de Ruth 1, le verset 8 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naomi a dit à ses deux belles filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis, elle les embrassa. Elles s'émirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous. Mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier, et même si je disais, j'ai l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous
pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles s'est remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'irai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Amen. Amen, vous pouvez vous rasseoir. Les Moabites, c'était un peuple qui n'avait pas de valeur. Un peuple qui n'avait pas d'alliance. Or, nous savons que à l'Orient, dans l'Orient, c'est ici chez nous que les choses, se passent comme nous le voyons. Mais du côté de l'Orient, une alliance, c'est quelque chose qui était à respecter. Même Dieu, pour marcher avec un peuple, il commençait d'abord par faire une alliance. Et Ruth, connaissant toutes ces choses-là, s'est dit, je peux aussi faire alliance avec Naomi pour changer quelque chose. Parce que dans l'alliance, nous savons dans le temps, dans l'alliance était bilatérale. La seule fois où nous avons vu une alliance unilatérale, c'était l'alliance entre Dieu et Abraham. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, chacun avait quelque chose à apporter, qui devait compléter l'autre. Et quand Dieu devait faire alliance avec Abraham, Dieu a vu que Abraham, en tant qu'homme limité, indigne, non intègre, il ne pouvait pas tenir dans la fidélité. Or, les clauses d'alliance stipulaient que si quelqu'un se détourne ou ne respecte pas les clauses de l'alliance, il devait mourir. Et ça s'est passé comment? On devait tuer un animal. Et cet animal-là, on le divisait en deux. Et on prenait les deux parties, on mettait ensemble et le sang coulait. De cette façon, le sang coulait. Et toutes les deux parties, chacun passait à son tour. Et il déclarait des paroles. Et ces paroles-là étaient des clauses de l'alliance. Et ça voulait dire quoi? Donc, si tu n'obéis pas aux clauses de l'alliance, ta vie va finir comme ces animaux-là. Et Dieu, dans sa fidélité, il a fait une alliance unilatérale avec Abraham, voyant que Abraham, en tant qu'homme, ne pouvait pas. Quand Abraham a fait toutes ces cérémonies-là, Dieu était entré dans sa culture. Abraham a fait toutes ces cérémonies-là, Dieu lui a dit, coupe les animaux, fais ceci, cela, il a tout fait. Mais Dieu l'a endormi. La Bible nous dit, Dieu passa lui-même. Et après Dieu dit, la Bible dit, et Dieu conclut une alliance avec Abraham. C'était une alliance tout autre. C'était la première alliance dans la Bible qui était unilatérale. Parce que Dieu voulait que Abraham profite au maximum de clauses de l'alliance, des acquis de cette alliance-là. Et avec Naomi ici, j'ai vu aussi Naomi faire une alliance unilatérale. Si nous lisons tous les textes ici, quand Naomi résiste de partir, elle dit quoi à Ruth, à Naomi? Tout a commencé par une alliance. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ta famille sera ma famille. Ta demeure sera ma demeure. C'est pour dire quoi? Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Donc, elle a fait elle-même, elle a provoqué une alliance. Étant une fille de l'Orient, elle connaissait la valeur d'une alliance. Parce que quand tu entres dans une alliance, il y a des choses qui vont te compléter. Il y a des choses que tu vas acquérir, tu vas profiter de cette alliance-là. Alors l'alliance, on la fait pas avec n'importe qui. C'est là que moi je dis, Ruth est entrée dans un processus
où elle s'est cherché un nom. Elle s'est cherché aussi une identité qui avait de la valeur. Qu'est-ce que Naomi avait à offrir à Ruth? Naomi était dépourvue de tout. Elle n'avait plus d'argent. Elle était veuve. Ses 2 fils étaient morts. Celui qui a perdu les fils, on l'appelle comment? Pardon? Amen, amen, hein? Amen, amen. Et Naomi, qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi a tout perdu. Orpa a regardé Naomi. Orpa, c'était une fille charnelle. Elle a regardé Naomi. Elle a dit, je vais suivre cette femme ici, qu'est-ce qu'elle va me donner? Qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle n'a plus de fils, elle est en ménopause. Ce n'est pas que elle aura encore un autre fils qui va me prendre à marier. Parce que c'était la culture chez eux. Quand un homme meurt, son frère peut te prendre. On peut te prendre même 4 fois dans la même famille. Elle a regardé une femme ménopausée, une femme qui était dépourvue de tout. Une femme, elle a dit, non. Elle a embrassé seulement Naomi. Moi et toi, on n'avait pas de problème. Tes fils sont morts dans notre compte. Moi, je rentre à moi. Elle est rentrée. Ruth a regardé, Ruth a dit non. Cette femme, réellement, elle n'a rien à m'offrir. Physiquement comme ça, elle n'a rien à m'offrir. Ruth, c'était une fille de discernement. Elle a vu plus loin que ça. Elle n'a pas vu Naomi seulement, elle a vu le Dieu de Naomi. Pourquoi? Je crois que Ruth, c'était pas une femme quelconque. C'était une femme cultivée. Je crois qu'elle connaissait déjà la culture, l'histoire des Juifs. Parce que normalement, si elle n'avait aucune connaissance, elle pouvait laisser tomber Naomi. Donc, elle savait que cette femme ici, juive, le Dieu des Juifs, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui donne au-delà de ce que nous espérons. Elle a dit, moi ici, pour que je puisse bénéficier de ce que cette femme a, moi, en tant que Moabite, je n'ai pas le droit d'hériter. Je n'ai pas le droit de bénéficier de quoi que ce soit. Je dois m'accrocher. Je dois entrer dans l'alliance. Et elle n'a pas attendu que Naomi commence l'alliance. Parce que Naomi était déjà fatiguée. Elle s'était déjà donné un nom. Alors qu'elle était gracieuse, Naomi signifie la gracieuse. Elle a même changé de nom. Elle a dit, appelez-moi Mara. Parce que l'Éternel m'a tout pris. Je n'ai plus rien. Et Ruth n'a pas regardé Naomi comme Naomi se voyait. Il a dit non. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai des problèmes avec ton Dieu. Je veux entrer seulement dans ton alliance. Que ton Dieu devienne mon Dieu et j'aurai tout. Que ton peuple devienne mon peuple. Que ton pays devienne mon pays. Et moi, je vais te demander, toi, tu fais alliance avec qui? Maman, les jeunes filles actuelles, vous savez, on dit que les frères, les sœurs, c'est un don de Dieu. C'est la décision souveraine de Dieu. Mais les amis, on les choisit. Même le mari, le fiancé, on les choisit. Tu vas voir les filles chrétiennes. Elle a une amie, quand tu la regardes, elle n'a rien à voir avec elle. Il n'y a aucun intérêt, ni spirituel, ni physique, ni matériel à tirer de cette alliance-là. Il y a des choses qui nous compliquent dans la vie parce que nous n'avons pas de connaissances, nous ne savons pas que tous les contrats que nous signons, toutes les rencontres finissent par des alliances. Et une mauvaise alliance nous apporte le malheur dans notre vie. Et ça détruit même notre personnalité. N'est-ce pas, la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les sœurs. Oh, ça fait quoi? Même s'il est païen, moi je vais l'épouser. Il va se convertir. Où tu vas vous convertir, Bantu? Le Saint-Esprit, avec ma prière, il va se convertir. Mon peuple est détruit faute de connaissance. La Ruth, il a venant d'une mauvaise tribu, des mauvais peuples. Il a dit c'est l'occasion ou rien de me donner aussi de la valeur, d'être aussi quelqu'un qui va compter aussi dans la société. Elle a dit je provoque une alliance.
Elle commence elle-même. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Comme si cela ne suffisait pas, elle a mis même un serment que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, comme si elle connaissait même l'Éternel. Si autre chose que moi, et que la mort n'arrive à me séparer de toi. Naomi regarde, dit non, cette fille elle est intéressante. Je dois marcher avec elle. Je dois faire un parcours avec elle. Et toi, tu fais le parcours avec qui? Qui t'accompagne? Ruth a trouvé en Naomi une fille intéressante, une jeune femme intéressante qu'elle devait transformer. Elle a dit, ok, ça va, on y va. Un peuple que Naomi ne connaissait pas, un pays que Naomi ne connaissait pas, mais je crois qu'elle avait entendu parler. Badada Baléo, vous ne lisez pas, vous ne vous informez pas, vous êtes seulement sur WhatsApp, TikTok, j'aime, like. Quand vous regardez quelqu'un qui passe 12 heures sur WhatsApp, regarde les choses qu'elle est en train de consulter, rien pour construire sa vie. C'est pourquoi les femmes, tu vois quelqu'un qui est en train de regarder comment se maquiller. Apprendre seulement comment se maquiller. Et elle va faire ses 12 heures. Un jour, j'étais parti par un j'ai trouvé une fille là avec tout un tas de maquillage. J'ai dit, Dada, tout ça, c'est pourquoi faire? Maman, moi, je suis accro au maquillage. Quand je vais en ville, je dépense mon argent. Quand je vois seulement un maquillage, j'achète. Vous voyez, ça, donc son argent, hein, c'est pour acheter seulement les maquillages. Vous voyez que c'est du n'importe quoi. Les orpas, il y en a beaucoup qui ne savent pas choisir entre l'utile et l'agréable. Naomi a dit, Ruth, viens, on part. Quand ils sont arrivés là-bas, Ruth là, elle était là et Naomi ne savait même pas. Ruth, c'était une fille qui voulait découvrir les choses. Elle est restée là-bas, je crois qu'elle a resté peut-être quelques semaines. Elle a regardé, Naomi n'avait rien. Sa belle-mère n'avait rien, tout ça. On va vivre comment? Elle a commencé à prendre l'initiative. Elle a dit, est-ce que je ne peux pas aller glaner aussi, comme les autres? Sa mère lui dit, sa belle-mère lui dit, oui, ma fille, tu peux aller. Elle est partie. Comme elle était déjà dans l'alliance, suivez-moi bien. Comme elle était déjà dans l'alliance de Naomi, du Dieu de Naomi, elle avait déjà précédé Dieu dans ses actions. Elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Il y avait beaucoup de champs. Moi, je me demande, quand j'étais en train de méditer, je me suis dit, comment Ruth s'est retrouvée seulement dans le champ de Boaz? La force de l'alliance. L'alliance nous réclame. L'alliance n'est pas à jouer avec, mes sœurs. L'alliance est trop puissante. Le dimanche ici, on nous a dit, il y a des alliances qu'on a conclues qui nous causent des problèmes. Il y a des alliances aussi où nous sommes victimes. Les alliances que nos parents ont conclues qui nous font aussi des problèmes. Mais aujourd'hui que nous sommes maintenant des matures aussi, nous pouvons aussi éviter ces choses-là. Nous devons aussi conclure des alliances d'une façon responsable. C'est pourquoi on dit, tu es entré dans l'alliance en tant qu'une fille. Il y a des étapes pour que tu puisses évoluer afin de devenir une femme. Nous avons lu ici qu'une femme, c'est un être humain de sexe féminin, mais qui est adulte. Un adulte est caractérisé par sa façon d'agir et de réagir. Un adulte ne prend pas de décisions au hasard. Un adulte est considéré comme une personne mature.
Vous voyez, moi, j'aime pas les filles là. Moi, quand une fille vient, je lui demande seulement, oh, tu veux entrer, pourquoi tu veux te marier? Il y a d'autres qui me disent, ah, une fille là m'avait fait rire. Elle m'a dit, ah maman, moi aussi je sens dans mon corps maintenant les choses commencent à bouger, hein. Vous voyez, elle veut conclure une alliance pour toute une vie, pour calmer les choses qui bougent dans son corps. Ça c'est l'enfance. Et moi je dis, hein, les enfants n'ont pas droit de conclure les alliances. Parce qu'il y aura beaucoup d'erreurs qui seront commises. Même le mariage. Si je demande qui est fiancé, presque tout le monde va me dire je suis fiancé. Même les copains sont maintenant des fiancés. Des petits amis sont maintenant des fiancés. Qu'est-ce que tu parles de quoi avec ton fiancé? Ils peuvent rester jusqu'à 1h du matin au téléphone. Tu vois tes yeux là, quand je les regarde, quand j'ai fait ça. Aucun projet. Ils ne préparent. Et quand tu regardes tous, moi j'ai déjà préparé ma robe de mariée. J'ai déjà fait ça. On prépare la fête. On a déjà cherché même le modèle des cheveux qu'on doit se faire. Mais l'après-fête là, personne ne prépare ça. Mais je crois qu'une femme là, une fille là, qui veut devenir femme de valeur, va apprendre maintenant à prendre des décisions de valeur. Ruth arrive là-bas. Ruth prend déjà une initiative. Comme elle savait que pour bénéficier des acquis des alliances, des merveilleuses choses de ce peuple-ci, je dois faire alliance. Et l'alliance, là, va commencer à me conduire. L'alliance va me guider. Et l'alliance l'a conduit dans le champ de Boaz. Comme Ruth l'a vraiment frappé, il a dit, depuis qu'elle est arrivée, elle ne s'est pas reposée. Elle faisait que travailler. Ma sœur, toi tu veux te distinguer en quoi? Je voudrais qu'on enlève d'abord les futilités que les femmes sont en train de se donner comme étant des signes de valeur. Tu vas voir une fille qui a déjà mis des ongles qui arrivent ici. Dada, on va te distinguer en quoi? Des ongles. Donc les ongles que Dieu t'a donnés, d'abord ça ne va pas. Ça ne te suffit pas. Tu veux corriger Dieu. Corrige même un peu là. Toi tu vas d'une façon extraordinaire. Tu arrives jusqu'ici. Et quand tu veux maintenant manger d'abord tu fais ça. Maintenant travailler. Tu vois une fille, si ce sont les films qui nous détruisent, une fille qui va au mariage, qui a conclu même une alliance, elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas torchonnée, elle ne sait rien faire de ses mains. Et comme nos frères aussi, malheureusement les frères ne sont pas venus, comme nos frères aujourd'hui qui suivent des films, les films de novelas où on dit, même si ma femme ne s'est pas préparée, je vais m'en occuper. Et elle aussi, elle dit, tu sais pas préparer le foufou. Moi, j'ai rencontré un garçon. Ma femme ici ne sait pas préparer le foufou. En tout cas, je vais commencer à l'aider. Qu'est-ce que tu sais faire? Même à l'auditoire, là où tu vas avec ces ongles-là, maman, de toi, tu vas écrire. Vous voyez que les femmes prennent ce qui n'a pas de valeur comme des choses ayant de la valeur. Elles aiment trop, la femme actuelle se base plus sur l'aspect extérieur. Vous voyez quand quelqu'un est trop dans les histoires extérieures, sondez bien sa vie. C'est une personne aussi superficielle. C'est une personne aussi superficielle, même dans la prise de ses décisions. On dit, Ruth s'est distinguée. On a dit, cette femme ici ne s'est pas reposée. Boaz qui dit, ah bon? Boaz commence aussi à avoir un œil regardant. Elle a dit, ma fille, ne t'éloigne plus. Où
Mbari ne va plus dans un autre champ. Commence à venir seulement ici. Et puis ne t'arrête pas seulement à glaner. Va même dans les épis là-bas. Trouve-toi quelque chose. Si tu as soif, viens boire. Maman, il y a des qualités. C'est vrai, l'alliance est là. Mais tu as ta part aussi à donner. Ruth, c'était une femme qui avait aussi des capacités, qui avait aussi des qualités. Mais son problème, elle n'avait personne pour l'orienter. Regardez depuis la décision de Orpa. Ruth savait tamiser. Elle ne se faisait pas influencer facilement. C'était une fille de caractère. Aujourd'hui, combien de filles ont perdu leur virginité parce qu'à l'école, on dit que celle qui garde la virginité est à Sotanaye. Même si à l'église ici à la chair, on te dit dada, la virginité c'est ce qui fait la femme. La virginité c'est... Mais quand tu arrives, tu trouves une Orpa à l'école qui te dit, toi aussi. Comme tu es trop superficiel, tu penses que ce que les autres te disent, tu es facilement influençable. Et je vais aussi essayer. Ruth qui regarde, Orpa ici, je la connais. Bon, c'est ce que moi j'ai dit. Je la connais, elle a toujours été comme ça. Elle a regardé et elle n'entre pas en profondeur. Orpa part. Dès que c'était sa sœur, elle venait des mêmes milieux. Elle a dit, l'avenir ici, la destinée, chacun a son couloir. Et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est encore distinguée. Peut-être les servantes là, il y avait d'autres. Si on dit qu'elle ne s'est pas reposée, non, il y a d'autres aussi qui s'est reposée. Mais elle dit, moi je sais ce que je suis venu chercher. Moi je sais ce que je fais. Je sais ce que je suis venu chercher. Moi ici, Ruth, j'ai laissé ma belle-mère Naomi, avec qui j'avais fait un bon serment, qui est souffrante, qui est là, elle est affamée. Je ne peux pas suivre ce que les autres ici font. Moi ici, je dois travailler. Oh mes sœurs, combien de filles ont quitté leur maison avec une éducation, se sont détruites dans les milieux de l'école. Tu vois une autre fille, quand tu la vois, tu cherches à connaître sa famille, tu ne la reconnais plus. On te dit sa mère ici, elle est pasteur. Son père, c'est pasteur. Sa maman, c'est la maman présidente de l'église. Mais quand tu regardes la fille, elle sort de chez elle. Elle pense qu'il y a un la mouche. Tu prends les habits, tu caches une petite culotte ici dans le sac et tu pars. Une fille d'alliance qui veut devenir une femme de valeur doit avoir un caractère de fermeté. Elle ne se laisse pas influencer négativement. Elle n'est pas ballottée par tout vent de doctrine. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Moi, je vais révolutionner une fille aujourd'hui. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit quand tu es parti à l'école? Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Qu'est-ce que ton pasteur te dit? Mais tu es une fille qui cède facilement ta personnalité. Parce que tout le monde à l'école, la majorité, met des mini-jupes. On va dire que moi ici. Pourquoi toi tu ne peux pas influencer? Une femme de valeur, une femme vertueuse, ne dévie pas l'homme. Une femme de valeur, c'est une femme qui accompagne l'homme à accomplir le plan de Dieu. Il dit, ne livre pas ta vigueur. Mais aujourd'hui, on voit les femmes chrétiennes qui perdent les frères. Vous êtes dans les fiançailles. Les frères loin du Saint-Esprit. La sœur dit, c'est la sœur qui demande les rapports. Milong bien vu Mishtabiwez. La femme qui perd les rois. Il dit, où est cette femme vertueuse? Qui peut la trouver? Qui peut la trouver, cette femme de valeur? Elle est plus que une perle. Aujourd'hui, dans la société, on commence à la chercher. Je crois déjà à son temps, là, cette femme était en train de prophétiser.
Il dit, où est cette femme-là? Qui peut la trouver? Elle a de la valeur, plus que les bijoux. Elle a de la valeur, plus que le maquillage. Elle a de la valeur, plus que les habits. Elle a de la valeur, plus que tout ce qui est invisible. La valeur de cette femme, elle est intérieure. Elle se réveille très tôt. Quand vous lisez, le temps file. Quand vous lisez la femme, vous allez lire à la maison. On dit cette femme-là, elle est comme le bateau des marchands. Elle est une femme manager. Elle a des projets. Elle fait des affaires. Elle se contente pas de la poche des hommes. Cette femme fait des projets. Et les projets lui réussissent. Cette femme, elle vend. Cette femme, elle fait ceci. Cette femme, c'est une femme de prière. On nous dit, sa lampe ne s'éteint pas. Aujourd'hui, il suffit qu'une femme, le mari la fuit. La femme commence à mourir. Tu as combien de mains? Tu as combien de mains? Toi là qui vas prendre l'argent des garçons, tu vas vendre ta virginité, ta chasteté pour la lotion, pour un iPhone. Tu es incapable, nous on était là, on vendait même des beignets à l'école. Tu es incapable de concevoir un projet. Tu es incapable de faire quelque chose. Tu es incapable de vendre quelque chose. Où trouver cette femme-là? Cette femme de valeur, elle est où? Cette femme-là qui ne vend pas son corps. Cette femme qui garde son corps pour Christ. Où est cette femme-là? Dans l'église aujourd'hui. Dans l'alliance où nous sommes. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. La meilleure des alliances. Où est cette femme qui va mettre en pratique les clauses de l'alliance et devenir une femme de valeur? On était dans une conférence à Colosie. On m'a dit quelque chose qui m'a fait mal. C'est pourquoi j'ai dit, je vais me mettre à former les sœurs. Il n'y aura plus de tabou. Mais une fille là de 12 ans voit ses règles. Moi, je parle avec mes filles, même de ça. Ma fille ne peut pas s'étonner quand elle voit ses règles. Mais non, ça ni kilo, c'est quoi ça? Hé maman, comment ta fille peut voir les règles et se dit, je vois une plaie? Parlez aux filles. Et dit ce garçon, c'est cette fille-là, elle voit ses règles, elle ne savait pas que c'était les règles. Elle va voir sa mère. Sa mère lui dit, pour elle, c'était sa grand-mère qui devait le faire. La fille prend courage, elle va dire à son papa, papa, j'ai vu le sang. Papa dit, quoi? C'est quoi? Comment on dit chez les Kassaïens? Tibao. Comment tu peux me dire des choses comme ça? La fille arrive en classe. Ça, c'est la servante là qui nous parlait. Elle est infirmière. Elle dit, la fille là arrive en classe. Son voisin de classe le voit, qui était éveillé, lui dit quoi? Tu sais, cette plaie ici va cesser si tu couches avec moi. La fille a dit, ça, cette plaie m'embête, du sang à tout moment, c'est pas tout ça. Elle a couché avec le garçon, qui était un peu plus âgé qu'elle. Et on amène la fille à l'hôpital. La fille commence à faire des malaises. La maman prend la fille, l'amène à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, on teste, on dit, la fille est enceinte, une fille de 12 ans. La maman commence à taper la fille. La fille va dire, comment tu es tombée enceinte? Laisse d'abord, maman, arrête d'abord, viens d'abord. Non, c'est mon voisin là qui m'a dit, j'avais la plaie, le sang coulait toujours dans ma plaie là-bas. J'ai dit à maman, ça maman m'a chassé. J'ai dit à papa m'a chassé. Je ne savais pas comment arrêter cette plaie. Mon voisin m'a dit, si tu couches avec moi, la plaie là va s'arrêter. C'est ce que j'ai fait. Et la servante m'a dit, on a tapé la maman. Vous voyez au moins les choses qu'on néglige, qui apportent des choses malheureuses dans nos vies. C'est pourquoi l'officiant a dit, nous devons nous informer en tout. Maman, chère maman, vous devez informer vos enfants pour tout. Le garçon, à cet âge, regarde ce qui va t'arriver. Quand tu commences à mouiller ton lit, il y a ça. Si tu ne l'informes pas, la rue va l'informer et tu vas détruire ton enfant. Nous voulons avoir
des femmes de valeur et des hommes de valeur dans notre société. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai retenu quelques points essentiels. Le premier point, c'est que le travail te distingue. Alléluia. Le travail te distingue. Et on peut travailler non seulement avec notre connaissance, mais aussi par la volonté de connaître au travers nos capacités. Et la deuxième des choses importantes, en tant que femme, le bon témoignage attire les faveurs. Alléluia. Les bons témoignages attirent les faveurs. Et une chose essentielle, c'est que on n'arrive pas au sommet sans la formation. Si Dieu veut t'amener quelque part aujourd'hui en tant que femme, il voudrait que tu sois aussi une femme qui soit formée. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre deuxième intervenante. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. C'est spécial. Oui, le pasteur Christelle a dit, c'est spécial. Nous avons quitté la Bible maintenant. Nous allons entrer dans la médecine. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe cet après-midi? Nous allons quitter la Bible. Là, déjà, moi, je cesse de parler en langue. Je vais écrire. Parce que moi, je ne suis pas du domaine. Ouais. En tout cas, maman, merci beaucoup. Nous avons été éduqués, formés et transformés. Cette connaissance nous amène aussi non seulement à... C'est une déformation. Pas une mauvaise déformation, mais une bonne déformation. Nous sommes déformés de ce qui nous avait déformés. Je prie que cette connaissance que tu as acquérie cet après-midi déforme ce qui t'avait déformé. Notre deuxième oratrice, nous sommes très ravis de vous recevoir ici chez nous. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Et merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites de laisser vos occupations afin de venir nous transmettre votre connaissance. Et nous croyons sincèrement que votre connaissance va nous impacter. Ça va nous impacter. Sans plus tarder, docteur, en tout cas avec tout le respect que je vous dois, Karibu sana. Bonsoir à tous. Bonsoir les dames de valeur. Sans plus tarder, on nous a été demandé de parler sur les cancers de la femme. Les cancers chez la femme. En fait, les cancers se développent dans tous les corps humains, surtout les corps humains, en commençant de la tête aux pieds. On peut trouver les cancers partout, dans les cerveaux, dans les yeux, au niveau de la gorge, au niveau du thorax, au cœur, et partout. Donc c'est un vaste cours, si on pouvait commencer à parler de tout. Mais j'ai seulement prévu les cancers gynécologiques, c'est-à-dire les cancers qui attaquent les organes génitaux de la femme. C'est tout ce que je vais parler en ces jours. Et les cancers gynécologiques, il y en a aussi beaucoup. Je ne saurais pas tout terminer, puisque quand on voit les organes génitaux de la femme, on commence avec les seins. Les seins font partie des organes génitaux de la femme. À part les seins, nous avons la vulve. Je ne sais pas si vous connaissez la vulve. C'est la partie basse. La partie qui est à l'extérieur qu'on voit là, c'est ça la vulve. La vulve là, il y a les grandes lèvres et les petites lèvres. Nous avons les vagins, nous avons les cols de l'utérus, nous avons les ovaires, les trompes. Tout ceci font partie des organes génitaux de la femme. Et ces organes-là peuvent être touchés par les cancers. Avant de commencer, j'aimerais un peu qu'on sache les cancers en soi, c'est quoi? Qu'est-ce que les cancers? On sait que l'homme est formé de cellules. La cellule, c'est l'unité fondamentale de la vie. Par exemple, l'œil, c'est l'ensemble de plusieurs cellules. Les cellules forment le tissu forment l'organe, et cet organe, c'est l'œil. Par exemple, on a les cœurs. Il y a beaucoup de cellules qui forment cet organe qu'on appelle les cœurs.
Maintenant, les cancers, c'est quoi? Quand il y a la multiplication anarchique en désordre des cellules, et cette multiplication est incontrôlable, elles détruisent les tissus du corps, c'est ce qu'on appelle cancer. Ces cellules forment une masse qu'on appelle tumeur ou cancer. Donc, il y a une multiplication excessive, anarchique, une multiplication en désordre des cellules. Et ces cellules-là qui se multiplient, au lieu de former par exemple un organe, ça va s'insérer au niveau de cet organe et ça forme une masse. Et cette masse-là, c'est ce qu'on appelle tumeur maligne ou cancer. Les cancers se manifestent par plusieurs signes, selon la localisation. Comme on parle des cancers gynécologiques, je vais juste parler de quelques types de cancers. Comme je venais de vous le dire, les organes génitaux, nous avons les cancers du sein, nous avons les cancers de la vulve, les cancers du vagin, nous avons les cancers du col de l'utérus, nous avons les cancers de l'utérus qu'on appelle cancer de l'endomètre, nous avons les cancers des trompes, nous avons aussi les cancers de l'ovaire. Donc tous les organes-là peuvent être touchés par cette maladie, cette multiplication anarchique des cellules qu'on appelle cancer. Mais partant de tout ça, j'aimerais juste parler de 3 seulement. Il y en a beaucoup. Je ne saurais pas avec le temps parler de tous les cancers, c'est vraiment un vaste cours. C'est pourquoi, pour aujourd'hui, je vais parler seulement des 3 cancers. Je vais parler du cancer du sein, je vais parler du cancer du col de l'utérus et du cancer de l'endomètre ou de l'utérus. Les cancers des seins, c'est les cancers les plus fréquents et les plus mortels chez la femme. Mes sœurs, écoutez-moi très bien. Les cancers du sein, c'est les cancers les plus fréquents et les plus mortels chez la femme. Avec environ 52 000 nouveaux cas chaque année. Imaginez, 52 000 nouveaux cas chaque année et un décès de 11 500. Parmi les 52 000 nouveaux cas, il y a 11 500 femmes qui vous meurent chaque année de cancer. Ce n'est pas quelque chose à négliger. En France, c'est le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer de la prostate chez l'homme. Donc, le premier cancer qui tue, c'est le cancer de la prostate. Après le cancer de la prostate, c'est le cancer des seins qui tue. Imaginez 11 500 cas chaque année de femmes qui vous meurent des cancers. Dans le pays, le cancer est souvent diagnostiqué chez la femme âgée de 50 ans. Donc, à partir de 50 ans, qu'il y a ces manifestations. Or, c'est environ le tiers des cancers diagnostiqués chez toutes les femmes. Comme je venais de vous le dire, les cancers gynécologiques, il y en a beaucoup. Mais parmi tous ces cancers-là, les cancers du sein prennent les tiers. Je vous ai parlé des cancers du sein, les cancers des ovaires, les cancers des céciles, mais les cancers des seins, lui seul, prend les tiers de tous les cancers chez la femme. Et on estime une femme sur 10 qui sont touchées par les cancers du sein dans sa vie. Mes amis, mes chères sœurs, nous sommes à 10. Une femme est touchée du cancer. Si nous sommes à 100, c'est 10 femmes qui peuvent attraper le cancer. Si nous sommes à 1000, c'est 100 femmes qui sont touchées par les cancers. Donc, ce n'est pas une maladie à négliger. Alors, de ce fait, nous devons augmenter les progrès de dépistage et de traitement pour les taux de survie après un cancer. Augmenter également chaque année. Comme il y a beaucoup de cas de cancer, qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi nous sommes venus vous en parler. Nous devons parler, sensibiliser les femmes à se dépister pour les cancers. Le cancer, c'est une maladie mortelle. Vu notre plateau technique n'est pas en bon état, quand vous êtes touché du cancer, ce n'est pas facile d'être guéri. Or, on dit mieux vaut prévenir que... J'aimerais que vous puissiez quand même me répondre. Mieux vaut prévenir que... La prévention, c'est le meilleur traitement. Quand vous connaissez quelque chose, comme on vient de nous parler de l'information, quand vous connaissez quelque chose, comment la chose se manifeste, et que faire pour éviter, ça dépasse même la guérison.
puisque nous les médecins, nous avons notre réplique, on parle du traitement préventif. On préfère plus prévenir que guérir. Alors, comment se manifestent les cancers du sein? Quels sont les signes? Quels sont les symptômes? Comment savoir que cette femme fait les cancers de sein? Il y a une masse dans le sein. Je vais vous expliquer comment on arrive à découvrir qu'il y a une masse. La masse, là, on peut appeler ça nodule. Peut-être les autres appellent kyste. Il y a aussi des ganglions dans les aisselles. Tu vas voir. Peut-être entre l'avant, tu sens quelque chose dans les aisselles. Et tu regardes, c'est une boule. Ça peut être un ganglion que vous ne connaissez pas, puisque c'est non douloureux. Il y a des écoulements spontanés au niveau des mamelons. La tétine là. Tu n'allaites pas, tu n'es pas enceinte, mais tu vois qu'il y a les écoulements. Il faut faire attention. Il y a une modification du mamelon ou de l'aspect de la peau. Tu regardes peut-être qu'il y a des plaies au niveau du mamelon. Tu regardes peut-être le sein là qui change de forme. Peut-être le sein devient dur, devient rouge. Tu touches, le sein est très chaud. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que vous voyez tous ces signes-là, mes chères sœurs, allez consulter. Cherchez quand même un médecin, vous lui en parlez. Quels sont les facteurs de risque? Là, ce sont les symptômes. Qu'est-ce que j'ai dit? Il peut y avoir une masse, ou soit une boule au niveau du sein, une boule au niveau des aisselles, peut-être au niveau des mamelons, là, il y a des plaies, il y a l'écoulement, ça peut être du sang qui coule au mamelon, soit il y a des plaies au niveau des mamelons, soit vous voyez la forme du sein change, le sein grossit, ça devient rouge, il y a peut-être la chaleur, vous touchez, vous sentez que le sein là est chaud. En tout cas, mes chères sœurs, ne laissez pas passer, allez vite voir un médecin. Là, ce sont les signes. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs qui nous prédisposent à faire un cancer des seins. Là, j'aimerais que tout le monde puisse bien me suivre. Quels sont les facteurs prédisposants à faire les cancers des seins? Les femmes qui fument. Une femme qui vous fume. Or, on sait tous que fumer est préjudiciable à la santé. Les femmes qui vous boivent de façon excessive. Vous, quand vous voyez de l'alcool, vous voyez la boisson, non. Il faut beaucoup boire. Et cela peut vous prédisposer à faire un cancer de sein. Les femmes qui ont connu une puberté précoce, comme ma maman venait de le dire, une petite fille de 12 ans, c'est une puberté précoce. À partir de 10-12 ans, c'est une puberté précoce. Cette fille-là n'est pas instruite, elle ne connaît rien. Elle se retrouve dans cette condition-là. Une fille qui voit ses pubertés précoces, elle est prédisposée à faire à la longue, puisqu'on a dit c'est vers les 50 ans qu'il y a ces manifestations-là. À la longue, cette fille-là est prédisposée à faire un cancer du sein. J'ai dit bien prédisposée, je n'ai pas dit qu'elle est obligée de faire. Elle peut ou ne pas faire les cancers. Il y a aussi les femmes qui voient des ménopauses tardives. Or, la ménopause, on sait, c'est entre 45 et 50 ans. Une femme au-delà de 60 ans, elle continue toujours à avoir ses règles. Cette femme-là, elle est prédisposée un jour à faire les cancers du sein. Les femmes sédentaires. Maman, toi, c'est seulement le véhicule, comme ma maman le disait là. Tu ne fais rien, des longs ongles. Tu es sédentaire, tu es toujours assise, tu ne fais rien. Ça te prédispose à beaucoup de maladies. Pas seulement les cancers, mais beaucoup de maladies. Toi, tu ne peux pas faire même à pied 1 kilomètre. Toujours au volant, toujours assise. Les bonnes doivent tout faire. Non. Là, vous vous prédisposez à faire les cancers. Les surpoids. Donc, les femmes obèses. Non, moi, j'aimerais être grasse. Tout ça, c'est bon, mais vous êtes prédisposés à faire beaucoup de maladies. Pas seulement les cancers, mais beaucoup de maladies. Il y a aussi les antécédents familiaux et les prédispositions génétiques. Dans les antécédents familiaux, qu'est-ce qu'il y a? Dans la famille, par exemple, ta maman avait fait le cancer du sein. Sache qu'elle dit automatiquement, vous êtes aussi prédisposé à faire un jour le cancer du sein. Ta sœur,
peut-être ta grand-mère, l'autre, elle avait fait un cancer. Sache que tu es aussi prédisposé un jour à faire les cancers. Si tu es prédisposé, entre-temps tu fumes, entre-temps tu prends l'alcool, il y a les surpoids, donc les risques augmentent. On dit pour les antécédents familiaux, les risques est multiplié 2 à 3 fois. Donc, pour celles-là, dont dans leur famille, il y a déjà les gens qui ont déjà fait des cancers des seins, en tout cas, éviter des autres choses là pour ne pas être vraiment prédisposé à faire les cancers des seins. Il y a aussi la nulliparité. Donc, les femmes stériles, les femmes qui ne mettent pas au monde, les femmes qui n'ont jamais allaité, elles sont aussi prédisposées à faire les cancers des seins. Il y a aussi une grossesse tardive, peut-être involontairement, tu n'as pas voulu, tu as été épousé, on t'a épousé à un âge avancé, ou soit tu n'as pas eu cette chance-là de mettre au monde, tu as attrapé ta grossesse tardivement là. Cela te prédispose aussi à faire un cancer. Un traitement aux estrogènes. Les femmes qui aiment trop les contraceptions, des Depo-Provera, et ceci, cela. C'est bien, mais cela vous prédispose aussi au cancer. Les antécédents des mastoses ou de nodule des seins. Les mastoses, c'est quoi? C'est toutes les pathologies qui attaquent les seins. Par exemple, quand tu accouches, il y a toujours les seins gonflés, peut-être les abcès, peut-être il y a des plaies tout autour là. Et les femmes, pareil, elles seront aussi prédisposées à faire les cancers des seins. Quel est notre traitement? Je ne suis pas venue ici pour vous parler des traitements, mais je suis venue juste pour parler de la prévention. Or, on sait les meilleurs traitements, c'est la prévention. Ok. Mais je vais donner mon traitement à 3 volets. Le premier volet, c'est la chirurgie. La chirurgie sert à retirer la tumeur en partie ou en totalité. Ou soit on peut faire aussi l'ablation du sein. Donc, il y a une tumeur, il y a les examens qu'on fait. Après ces examens-là, on dit que non, on doit te faire la chirurgie. Nos chères sœurs, c'est là que nous avons des difficultés. Une femme qui vous arrive avec un stade, puisque les cancers, il y a des stades. Quand c'est au début, stade 1, stade 2, peut-être on peut intervenir. Au-delà, ça devient, on ne peut pas accéder, puisque dès qu'on touche, c'est comme si on a donné un coup de fouet. La femme doit se faire un auto-examen. Pour les cancers des seins, c'est facile. La sensibilisation est facile. Toute femme, toute fille qui a de seins doit se faire un auto-examen. Et cet auto-examen-là, c'est quoi? C'est l'auto-palpation du sein. Maman, vous avez des jeunes filles à la maison, des filles de 12 ans, des petites filles. Apprenez ces enfants-là, ces filles-là, à s'auto-palper les seins. On a dit le cancer des seins, c'est souvent pour les femmes âgées là au-delà de 50 ans. Mais si la prévention est faite avant, ça va nous épargner à arriver. Donc c'est presque la conséquence finale, les cancers. Mais avant les cancers, nous avons ce qu'on appelle les nodules des seins. Il y a d'autres pathologies. Mais si on arrive à détecter ces pathologies-là avant, cela nous épargnera les dangers. Comment est-ce qu'on peut faire l'autopalpation? Surtout les jeunes filles, écoutez-moi. Les mamans ici, elles sont presque épargnées, mais les jeunes filles, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'on fait pour s'autopalper les seins? On est devant les miroirs, et vraiment l'habitude d'avoir des miroirs un peu larges. Vous vous présentez devant les miroirs, vous découvrez la poitrine, vous inspectez. Le premier examen, c'est l'inspection. À partir de vos yeux, vous regardez l'aspect du sein. Est-ce que les deux seins ont la même grandeur? Vous regardez les mamelons. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'il y a un écoulement? C'est juste l'inspection. Après l'inspection, nous allons faire tous un exercice. Est-ce que je vous demanderai un peu de vous tenir debout? On va tous lever. L'examen se fait en 2 temps. Si on veut palper les seins gauche, suivez-moi s'il vous plaît. On commence avec la main droite. Est-ce qu'on peut lever? Est-ce qu'on peut toucher notre tête? D'accord, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on lève la main droite, c'est pour palper les seins droits. On tient nos 3 doigts. Notre sein, on peut les diviser en 4 parties. Il y a la partie externe et la partie interne.
La partie externe, il y a supérieur et inférieur. On va laisser. Puisqu'on a dit qu'il fait savoir des camions, n'est-ce pas? On touche aussi, on parle toujours encore. Si on sent quelque chose, donc il y a un problème. Je n'ai pas dit que c'est les cancers. Il y a une boule, donc il y a un problème. Si on termine avec la main droite, on va palper l'autre sein. Toujours à l'aide de nos 3 doigts, les bouts des doigts, on va palper de haut en bas. On y va un peu à profondeur, en train de rouler sur tous les seins. Et si l'on sent une masse, une boule, donc il y a un problème. Et l'autopalpation, c'est fait en dehors de la grossesse et en dehors de l'allaitement. Puisque nous toutes, nous savons, pour celles qui ont déjà mis au monde, que quand il y a grossesse, les seins augmentent de volume. Et même les canaux là, ça augmente. Quand la femme allaite, ça augmente. On peut toutefois se tromper. Mais ça se fait bien en dehors de la grossesse et de l'allaitement. Les cancers restent une maladie mortelle, surtout dans notre pays où le plateau technique est faible. Si tu attrapes un cancer, ma soeur, il faudrait qu'on t'envoie en Inde, il faut aller à Lusaka, il faut aller là-bas. Ici, chez nous, à Lubumbashi, peut-être la chirurgie. En dehors de la chirurgie, on ne peut rien. Radiothérapie, Lusaka. Peut-être la chimiothérapie, mais ce n'est pas bon. La chimiothérapie, ça coupe les cheveux, ça rend une peau sèche, si tu deviens comme un homme, ce n'est pas bon. Alors, au lieu d'arriver à tout cela, c'est pourquoi nous vous parlons. La prévention dépasse le traitement, c'est le meilleur des traitements. Alors, il est aussi possible de réduire les risques de cancer et préserver son santé par ces mesures ci-après. Je vous ai parlé des facteurs prédisposants, n'est-ce pas? Éviter de boire. Ce sont des mesures qui peuvent nous aider à prévenir les cancers. Ne pas fumer. Limiter la consommation d'alcool. Les autres disent limiter, mais nous disons ne pas boire. Manger équilibré. Comme je n'ai pas eu à parler sur les cancers de l'endomètre, vous allez voir que dans les pays industrialisés, beaucoup de femmes font des cancers de l'endomètre à cause de leur alimentation qui est riche en graisse. Maman, toi, c'est seulement la viande. Maman, toi, c'est seulement les shawarma et consorts. Ça l'engalenga en sombi. Manger équilibré. Plus surtout les légumes et les fruits. Même à la télé, on nous dit, pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes. Si nous ne sommes pas en mesure de manger 5 fruits, même un fruit, ça suffit. La bonne santé, ce n'est pas beaucoup manger, ce n'est pas être grasse. Moi, je suis en bonne santé. Je ne suis pas grasse, mais je suis en bonne santé quand même, maman. Ok. La bonne santé, ce n'est pas être grasse. Diminuez les poids. Faites quand même les exercices physiques les moments. Faites même la marche. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Quand on était enfant, on nous payait les vélos. Chère maman, pourquoi vous ne payez plus les vélos à vos enfants? Vous pensez que rouler les vélos, c'est pour les pauvres? Non. C'est aussi une manière de brûler les graisses. Faites quand même les exercices physiques réguliers. Et puis, pour les femmes qui travaillent dans les industries et autres, vous devez vous protéger des rayons ultraviolets. J'ai dit et je vous remercie.